L'uniforme marin japonais est d'abord apparu en 1920 dans des lycées et universités privées, s'inspirant des uniformes de vrais marins anglais, mais aussi vraisemblablement des tenues de marins qui étaient populaires déjà aux États-Unis au début du XXe siècle. Cet uniforme est devenu la base de l'uniforme pour femmes dans tout le Japon, essentiellement au collège et au lycée, et ce encore aujourd'hui. L'uniforme marin est donc passé d'un uniforme militaire pour devenir un uniforme scolaire, pour finalement devenir le symbole phare pour représenter l'adolescence féminine. Et après des décennies de films, de séries, de mangas, d'animés, ce symbole est aujourd'hui déformé de toutes parts. L'uniforme fut sexualisé par les hommes, réapproprié par les femmes, puis resexualisé par les hommes, etc., etc. Bref, un véritable champ de bataille. Et pour se défendre dans un champ de bataille, rien de tel qu'une bonne mitraillette. Alors tout d'abord, il faut bien différencier l'uniforme marin en tant qu'uniforme scolaire et l'uniforme marin en tant que vêtement de mode. Chaque collège ou lycée au Japon a son uniforme avec des variantes régionales ou des fois n'en a simplement pas. L'uniforme scolaire est un vêtement réglementaire fait à partir de tissu durable et la manière de le porter, la longueur de la jupe, etc., etc. est stricte. Toutefois, régulièrement, les étudiantes vont contourner ou détourner les règles, changer la longueur de la jupe, rajouter des accessoires comme les chaussettes longues. C'est important de comprendre que même si la vision que l'on peut avoir de cet uniforme à travers les médias peut être très sexualisée et déformée par des fantasmes masculins, et même si en effet ça reste un uniforme qui est imposé dans beaucoup d'écoles, beaucoup de femmes apprécient cet uniforme et se le sont donc réappropriés d'elles-mêmes. Remontons dans les années 80 au Japon et prenons un exemple précis du symbole qui est devenu l'uniforme marin féminin, surtout quand je parle de sexualisation. Penchons-nous sur la chanson Sarafuku Nugasanaide, ne me fais pas enlever mon uniforme marin, du groupe d'idoles féminines Onyanko Club, sorti en 1985. Alors du coup, voici une traduction d'un extrait des paroles. Ne me fais pas enlever mon uniforme marin, enlève tout jusqu'à la jupe. Ne me fais pas enlever mon uniforme marin, n'enlève pas le ruban sur ma poitrine. J'ai été invité à un rendez-vous. Quel ennui d'être vierge. Papa et maman ne savent pas que nous allons faire nuit blanche. Voilà. Mais à côté de cet aspect mignon et innocent de l'uniforme marin, qui a été perverti par les hommes, se trouve un aspect plus délinquant. Je veux parler de l'archétype de la sukeban, de la jeune délinquante. Au début, l'archétype de la délinquante n'a rien à voir avec le lycée et a été popularisé notamment par des films d'action plutôt adultes comme Sukeban Deka Dirty Mary, la détective délinquante, sorti en 1974. Mais aussi le film de 1970 Noradeko Rock ou le rock du chat sauvage avec Meiko Kaiji, que vous connaissez surtout grâce à la bande-son de Kill Bill. Et Akiko Wada, surtout connue en tant que chanteuse également. Mais cette image de la délinquante cool ne serait pas juste un cliché de film. En effet, la police japonaise en 1975 publie les signes distinctifs des délinquantes juvéniles, ces fameuses sukeban, ce qui alarme les médias. On peut les reconnaître à leur manière d'enrouler leurs manches, de se teindre les cheveux, à porter des jupes longues, et en déplore un phénomène social avec ces délinquantes qui partent fumer des cigarettes et voler dans des supermarchés. Waouh, une panique sociale sur la tenue que portent les adolescentes au lycée. Oh, y a qu'au Japon on verrait ça, hein. Alors, en faisant des recherches pour ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de désinformations sur le sujet des sukeban, et notamment sur les sukeban comme un véritable groupe organisé de délinquantes. Autant que j'ai pu voir, le mot sukeban n'a jamais été utilisé au Japon pour désigner un quelconque groupe de délinquantes juvéniles qui aurait vraiment existé. Un livre de 1972 par un certain Daisuke Maehara aurait popularisé le terme sukeban pour désigner des délinquantes juvéniles, mais il y a de fortes chances que ce livre soit très sensationnel. Ce même Daisuke Maehara était aussi accusé de faire des avances sur des mineurs en leur promettant un rôle dans un film, donc pas le type le plus réglo du monde. Je pense qu'il vaut mieux partir du principe que leur représentation dans les médias est globalement exagérée, et que même si ces groupes de délinquantes ont existé, elles n'étaient pas aussi légion ou aussi organisées comme des yakuza, contrairement à ce que j'ai pu voir sur internet, et que c'est surtout à travers la fiction que le concept des sukeban a existé. Et justement, en fiction, il y a de nombreux exemples de sukeban. Par exemple, fin des années 70, le mangaka Shinji Wada se retrouve dans une impasse. Il a développé une histoire dramatique prenant place dans un lycée, mais son éditeur voulait une histoire policière avec un lycéen comme protagoniste. Wada décide alors que merde et combine les deux concepts. Et sûrement influencé par le concept médiatique, il crée alors la détective délinquante, la sukeban deka. À ne pas confondre avec le sukeban classique qu'on prend le matin au petit déjeuner. Donc, Sukeban Deka raconte l'histoire de Saki Asamiya, jeune lycéenne délinquante de 16 ans qui se retrouve forcée à travailler comme détective pour la police en échange d'une remise de peine. Et si vous trouvez ça assez débile de prendre des clichés d'intrigues policières, de transposer ça dans un cadre de lycée, eh ben vous n'êtes pas au bout de vos peines. Car oui, Saki, pour pouvoir combattre les bandits, a une arme redoutable. Un yo-yo.
vous remarquerez que tout cela n'est pas très sérieux. Toutefois, Sukeban Deka devint une franchise très populaire, surtout avec sa série télé et sa série de films, où l'héroïne est jouée par l'actrice et chanteuse Yuki Saito, qui, fun fact, est mormone. Oui, j'avais juste envie de balancer cette anecdote parce que je trouvais ça drôle, parce que apparemment les mormons, ça existe au Japon. Je sais pas pourquoi. Enfin, je veux dire, c'est genre le principe des mormons, c'est que Jésus est américain, donc pourquoi importer ça au Japon? Je sais pas. Et peut-être que vous vous dites que c'est cool que cette esthétique rebelle et anti-système soit devenue à la mode. Et même si je nie pas qu'il a peut-être existé des gangs de délinquantes, je ne pense pas qu'elle correspondait à cette vision fantasmée que l'on montre ici. Et surtout, on avait beau mettre en avant ce type d'histoire, la répression morale, elle, était bien présente. Et pour comprendre cela, revenons sur le Onyaku Club. En 1985, 6 membres du groupe se font photographier en train de fumer dans un café par un journal à sensation. L'affaire fait scandale et les 6 membres se font renvoyer sans tambour ni trompette. Alors que l'une d'entre elles, d'ailleurs, n'était là mais n'avait pas fumé. Et oui, encore aujourd'hui au Japon, il est illégal pour un mineur de fumer et de boire et c'est même très mal vu. Bref, trop jeune pour boire ou fumer de leur propre gré, mais apparemment suffisamment vieille pour être le sujet de fantasmes d'hommes adultes. Et d'ailleurs, le Onyaku Club fera même à un moment donné le générique d'une des séries Sukeban Deka. Et même s'il faut avouer que l'esthétique de Sukeban Deka est plutôt cool et que c'est assez fun de voir ces combats improbables bourrés de zoom, il faut pas se tromper sur ce que c'est. C'est juste une franchise qui a surfé sur une tendance pour faire parler d'elle, sans vraiment aucune volonté de confronter le statu quo ou de discuter véritablement de la délinquance juvénile. Enfin bref, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous donner du contexte avant de parler d'un film dont j'ai d'abord vu l'affiche iconique. Et après tout ce qu'on a appris, on pourrait s'attendre à un film du même acabit. Très exagéré, un peu débile, un peu sexiste, sauf que le film n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et même si c'est pas aussi fun que les combats de yo-yo, c'est un film très intéressant dont je vais maintenant vous parler plus en détail. Sadafoku to Kikanju, littéralement uniforme marin et mitraillette, est donc un film de 1981, basé sur un roman parodique racontant l'histoire d'Izumi, jeune lycéenne qui devient chef d'un gang de Yakuza. Izumi qui est joué par Hiroko Yakushimaru, dans le rôle qui lancera définitivement sa carrière. Izumi, donc, est une jeune adolescente quelque peu délinquante, qui vient de perdre son père, mais bizarrement, elle n'a pas l'air plus triste que ça. Et puis un jour, son lycée reçoit la visite d'une foultitude de Yakuza. Mais Izumi, elle s'en tamponne le coquillard. Sauf que les Yakuza sont venus pour elle, et la kidnappent. Pourquoi ? Eh bien pour lui dire que son père devait reprendre le titre de chef du clan, étant neveu de l'ancien chef récemment mort, mais vu que le père d'Izumi est aussi mort, eh bien Izumi serait la seule possible héritière du clan. Pilot-tracté, mais pourquoi pas. Donc au début, Izumi dit que non, what the fuck, elle a genre 16 ans et qu'elle ne se sent pas de diriger toute une bande de Yakuza. Sauf qu'en fait, ils sont plus que 3. Le groupe qu'on a vu devant le lycée n'était que des gens payés pour l'occasion, pour qu'ils puissent kidnapper Izumi. Ce qui est quand même dingue. Je veux dire, on peut payer les services de Yakuza random, genre pour 1 heure ou 2, juste pour qu'ils soient là sans rien faire. Ça coûte combien? Ils font les enterrements de vie de garçons, les bar mitzvahs? Parce qu'il y a un concept là quand même. Mais je dérive. Izumi comprend donc que si ces Yakuza lui demandent d'être leur chef, c'est qu'ils sont vraiment désespérés, et que si elle accepte pas, ils vont se faire seppuku. Du coup, elle accepte. Ouais, c'est une forme de chantage affectif, oui. Izumi doit donc essayer de s'affirmer en tant que chef des Yakuza, ce qui ne sera pas si facile, principalement dû au fait que c'est une ado, quoi. Mais c'est pas n'importe quelle adolescente quand même, elle a un sacré culot. Tout d'abord, il va s'agir d'éviter de se faire massacrer par les autres clans Yakuza, qui considèrent le clan d'Izumi comme mort. Oui, alors 3 bozos et une gamine aux commandes, je dirais en effet que le clan est plutôt mort, oui. Et qui du coup veut récupérer le territoire du clan d'Izumi. Izumi décide tout d'abord de rendre visite à Hagiwara, le chef du clan d'à côté. Et le chef, qui est occupé à regarder un film avec des geishas, semble vouloir respecter Izumi en tant que chef, truc de ouf, et décide qu'on leur foutra la paix. Izumi et ses potes Yakuza fêtent alors cette première victoire, peut-être un peu trop vite. Et en parallèle de cette violence, vous vous demanderez peut-être, mais comment cette lycéenne vit maintenant alors que n'a plus aucune famille? Ça a bien dû faire réagir des services sociaux quelque part, non? Eh bien, non. Toutefois, le père d'Izumi semble avoir été prévoyant, car à peine Izumi a le temps de se préparer mentalement à être seul à la maison que débarque Mayumi.
Elle aurait été chargée par le père d'Izumi de prendre sa tutelle, mais Izumi se méfie d'elle et comprend très vite qu'il s'agissait de l'amante de son père. Et encore en parallèle de ça, on a également toute une intrigue avec d'autres yakuza qui cherchent un paquet d'héroïne que le clan d'Izumi posséderait. Sauf que non. La police recherche l'héroïne, d'autres yakuza cherchent l'héroïne, c'est le MacGuffin qui sert de fil rouge à l'histoire. Mais sinon, c'est la thug life pour Izumi. Elle invite ses potes à aller boire des binous avec ses subordonnés dans un temple bouddhiste. La déchéance de la jeunesse. Et puis elle part faire de la moto avec une bande de motards. D'ailleurs, il faut noter qu'il y a très peu de cuts dans ce film. Par exemple, dans cette scène, on commence au temple bouddhiste et on continue en un seul plan vers la virée à moto pour une durée de 5 minutes. On sent que ce plan a dû être très technique à réaliser et on sent aussi que la caméra galère à la fin. Enfin bref, pendant la virée à moto, on se lie d'amitié avec Hiko, son yakuza. Et Hiko meurt la scène d'après. Folle de rage, Izumi décide d'aller voir le gang de Yakuza qu'elle pense responsable. Action ô combien imprudente. En effet, le chef du gang enlève ses vêtements et fait tremper Izumi dans du goudron. Mais en vrai, ça aurait pu être bien pire. Sakuma, le doyen du gang d'Izumi, réprimande gentiment sa patronne d'avoir agi de manière imprudente, et lui dit qui est selon lui à l'origine de la mort de Hiko, et qui aurait fouillé son appartement en cherchant la fameuse héroïne. Ce serait un autre chef de clan nommé Futocho, ce qui veut plus ou moins dire le gros. Le soir, Izumi a un coup de fil de sa tutrice Mayumi qui demande d'aller la voir à un café, dans une scène qui marque un pivot dans le film. Et j'aime beaucoup cette scène, parce que déjà c'est encore une fois un long plan séquence ultra stylé et en plus techniquement bien fichu, genre comment ils ont fait pour passer la caméra à travers la vitre, je sais pas. Mais une autre chose m'a interloqué dans cette scène, c'est la chanson que chante Mayumi. On est censé la reconnaître car Izumi la chante tout au début du film. Et le fait que Mayumi connaisse cette chanson semble indiquer que Mayumi était plus présente dans son enfance qu'elle ne s'en souvenait. Mais du coup, quelque chose m'a interpellé dans cette chanson, c'est que les paroles parlent des Champs-Élysées, mais aussi de l'Algérie. Et ça m'a paru un peu random, du coup j'ai fait des recherches et ça m'a amené à Pépé le Putois. Alors, oui, laissez-moi vous expliquer, je vous promets, il y a un rapport. Pépé le Putois, ou Pépé le Pew, est un personnage des Looney Tunes ayant fait ses débuts en 1945. Il est connu pour être une caricature de dragueur assez répugnant, renforcée par le fait que, c'est un putois. Le personnage est depuis longtemps critiqué pour être un symbole pas très ouf qui normalise la culture du viol en mettant en scène un Pépé qui drague tout ce qui ressemble à un putois sans se poser la question du consentement. Et du coup, vous serez ravis que le personnage dans la version originale est français. Et ce stéréotype du français dragueur ne vient pas de nulle part. Il vient entre autres d'un film ayant inspiré Pépé le Putois, Pépé le Moko, dont il tire également le nom, vous l'aurez remarqué. Pépé le Moko est un film de 1937 avec Jean Gabin qui joue donc Pépé le Moko, un caïd activement recherché par la police, qui se cache à Alger, dans la Casbah, même si le shérif n'aime pas ça. Alors j'avoue, je n'ai pas vu ce film, mais sûrement que je pourrais y dresser un parallèle avec Uniforme marin et mitraillette, vu qu'il s'agit également d'un film de gangster avec de la romance, mais cette digression est déjà assez longue, donc passons, car l'influence de ce film est en effet indirecte. Car oui, Pépé le Moko n'a pas seulement influencé Pépé le Putois, il a également influencé un parolier japonais, Isao Hotaka, quand il a écrit les paroles de la chanson Kasbah no Onna, ou La femme de la Casbah. Il a donc écrit cette chanson influencée par un film plein de romances, embellissant un pays qu'il dit n'avoir jamais visité, à une époque où l'on considérait que c'était une région de la France, avant que ça devienne un peu plus compliqué. L'Algérie aussi. L'Algérie, c'est la France. Mais oui, la colonisation de l'Algérie par la France a amené la destruction d'une bonne partie de cette Casbah, en plus de plein d'autres choses dont je ne parlerai pas, car ce n'est pas un sujet que je maîtrise, et ça ne rentre pas vraiment dans le champ de cette vidéo. En tout cas, cette belle chanson emplie de nostalgie romantique, cachant un passé sombre et violent, est celle qui permet de reconnecter Izumi et Mayumi. Et c'est peut-être une coïncidence, mais ça rajoute une couche de sens inattendue à cette scène. De
Toutefois, Izumi ne va pas tellement avoir plus confiance en Mayumi, surtout quand elle va par hasard la trouver en train de coucher avec Sakuma, le doyen de son clan de Yakuza. Oups! Enfin bref, pendant ce temps, un flic est aussi à la recherche de l'héroïne. La drogue, pas Izumi, et donc essaye de rendre visite à l'appartement de l'héroïne. Izumi, pas la drogue, il tombe sur un des Yakuza d'Izumi qui l'empêche de monter et le passe à tabac. Izumi l'aide alors à panser ses blessures, ils ont un moment où ils se rapprochent, et soit il est en manque d'une figure maternelle, soit... Et puis, il meurt. Oui, il y a comme un motif qui se répète à chaque fois qu'elle se rapproche un peu trop d'un de ses Yakuza, paf, il meurt. Enfin bref, les hommes qui sont entrés dans l'appartement sont du coup des hommes de main du fameux Futocho qui du coup kidnappe Izumi. Et on le rencontre enfin. Et comme je vous ai dit, Futocho, ça veut plus ou moins dire le gros. Et vous serez surpris en le voyant d'enfin comprendre la raison pour laquelle on lui a donné ce surnom. C'est parce que il n'a pas de jambes. Je vais passer un peu vite cette partie du film car vraiment on dirait un mauvais film de James Bond. Futocho s'amuse à crucifier Izumi puis la fait tenir sur une jambe sur une mine juste pour le fun. Mais Izumi est sauvé par l'intervention de Mayumi car oui, Mayumi est la fille de Futocho, petit twist. On apprend également que le flic qu'on avait vu est corrompu et travaillait pour Futocho et Mayumi révèle où était l'héroïne. La drogue. Elle était en fait dans l'appartement d'Izumi depuis le début, mais elle avait prévu le coup et avait dilué l'héroïne dans des flacons de parfum. Habile. Le flic part donc chercher cette héroïne une fois pour toutes, et pendant ce temps, Sakuma arrive à la rescousse de sa lycéenne de chef. On finit dans une scène d'action franchement pas très convaincante, où on apprend que Futocho en fait a totalement des jambes, veut faire une opération à Izumi, et Mayumi là-bas sans cérémonie et surtout sans aucune réaction des gardes du corps. Et toute cette scène est un peu nanardesque, on va pas se mentir. Donc au final, tout pourrait être résolu pour de bon. Sauf que le flic se fait buter au moment d'aller chercher l'héroïne dans l'appartement, car Hagiwara, le chef Yakuza du début avec qui Izumi devait être en paix, les a totalement trahis et c'est lui maintenant qui a l'héroïne. Et là pour Izumi, ça devient du sérieux. Du coup, il décide de rendre visite à Hagiwara avec l'ensemble de ses Yakuza restants. 2. D'ailleurs, pendant qu'elle est dans l'ascenseur, elle se lie d'amitié avec le dernier Yakuza. Du coup, on se demande vraiment ce qui va lui arriver dans la scène d'après. Et on apprend qu'il est homosexuel et qu'il est amoureux de Sakuma. Oui, ça sort complètement de nulle part, y a pas vraiment grand chose qui indique ça dans le reste du film, mais ok, cool, I guess. Enfin bref, Izumi revêt son plus bel uniforme marin. Et si vous avez trouvé que pour un film qui s'appelle Uniforme marin et mitraillette, y a pas eu beaucoup de ces deux choses à la fois, eh bien vous allez être servi car on arrive à la scène iconique du film. Car oui, Izumi arrive avec un cadeau pour Hagiwara, une bonne salve de sulfateuse dans sa gueule, détruisant au passage les flacons de parfum remplis d'héroïne. C'est bon, j'ai tué la drogue. Et blague à part, il y a beaucoup de choses à analyser sur ce simple plan. Déjà, il est stylé et a été compliqué à filmer. Les bouteilles devaient exploser suffisamment loin de l'actrice, mais un bout de verre est quand même arrivé dans son visage et lui a fait une petite cicatrice, qu'ils ont inclus ensuite dans la fiche du film. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu filmer d'autres prises. Et bon, quand même, ça aurait pu être plus grave, non? Mais aussi, ce plan est très lourd en métaphores. Déjà, on met enfin en effet la juxtaposition uniforme marin et mitraillette, mais aussi, on a toujours ce film de geisha qui est projeté derrière, symbolisant encore plus ce décalage de la figure féminine. Mais aussi le fait qu'on voit de manière explicite la joie que ressent Izumi à dégommer ce chef Yakuza, symbole définitif de la fin de son innocence. Et aussi, dans un rare moment de musique extra-diégétique, on entend la mélodie de la femme de la Casbah, rajoutant donc la couche de sens que l'on avait déjà discuté avant. A noter aussi que dans une scène coupée du film, Izumi manque de se faire par ce même chef du Yakuza. La scène a été coupée sûrement parce qu'elle est un peu badante, mais aussi elle rajoute une couche de vengeance à son acte. Enfin bref, tout tourne au vinaigre et sans surprise, l'autre Yakuza homosexuel se fait dégommer. Et il ne reste plus qu'Izumi et Sakuma, et c'est alors la fin du clan d'Izumi. Izumi redevient alors lycéenne, retrouve ses amis, jusqu'au jour où on l'emmène identifier un cadavre, celui de Sakuma, qui est mort après avoir voulu défendre quelqu'un qui se faisait tabasser. Et on apprend par la même occasion les sentiments qu'Izumi avait pour Sakuma. Et je tiens à dire, comparé à d'autres films comme, au hasard, Léon, l'aspect fille mineure qui tombe amoureux de quelqu'un de beaucoup plus âgé est ici plutôt bien géré. Izumi n'est jamais ostensiblement sexualisé et son amour pour Sakuma n'est que suggéré tout au long du film. Aussi le fait que le film est filmé dans des plans larges avec peu de coupes, dans la chambre libre à Hiroko Yakushimaru, pour jouer de manière naturelle une ado un peu rebelle, genre quand elle bouge dans tous les sens quand on lui parle. Alors, ne nous méprenons pas.
Ça reste un film réalisé et écrit par des hommes avec un regard masculin. Mais je trouve que Shinji Somai, malgré un scénario qui est assez sommaire, a rajouté pas mal de sens et de nuances à ce film, et ce qui aurait pu être un film d'exploitation bête et méchant est devenu un film plus profond et sincère qu'il en a l'air. Plutôt qu'être juste un prétexte drôle, la question « et si une lycéenne était un chef d'un clan Yakuza ?» devient posée au premier degré. Qu'est-ce que ça veut dire pour une jeune femme d'être propulsée dans un monde machiste alors qu'elle n'a plus de parents, plus d'école qui lui apporte de la stabilité? Quelle influence vont avoir ces nouveaux modèles féminins et masculins autour d'elle? Peut-elle façonner ce monde avec son propre regard innocent et naïf? Autant de questions qui sont pour la plupart laissées ouvertes. Il n'y a pas vraiment de morale évidente qui est martelée, et toutes ces questions pèsent alors que l'on regarde ce magnifique plan séquence final où l'on voit Izumi faire semblant de fumer une cigarette pour se donner des airs d'adulte ou de rebelle. Plan séquence d'ailleurs, encore une fois, qui ne fut pas facile à faire, car si vous ne le savez pas, il est impossible de bloquer une rue pour un tournage à Tokyo. Et donc tous les passants dans cette scène sont des vrais passants et non des figurants. Et la caméra filme de loin en longue focale pour que les gens ne voient pas la caméra. Et ils ont dû quand même tourner plusieurs fois ce plan car l'actrice Hiroko Yakushimaru était déjà connue en tant qu'idol et du coup n'arrêtait pas d'être reconnue par les passants. Mais cette distance de la caméra fonctionne également thématiquement. On n'est qu'un observateur lointain de cette jeune femme et non à sa place. On ignore ce qu'elle ressent et ce qu'elle va devenir après les événements du film. Et alors qu'elle joue avec des enfants, elle se met à imiter cette mitraillette familière, visant tous les passants autour d'elle, et on reste avec cette image finale, celle d'une jeune femme à l'innocence corrompue, pervertie par la violence qu'elle a vécue et qu'elle a causée, qui pour elle n'est plus tout à fait un jeu d'enfant. Et l'uniforme aussi est perverti par cette pose, rappelant évidemment Marilyn Monroe. 私愚かな女になりそうです。丸 Ce n'est pas pour rien que le titre uniforme marin et mitraillette est aussi marquant. L'un est un symbole évident d'un monde violent et masculin, l'autre d'un monde innocent et féminin. Et alors que pour beaucoup à l'époque déjà, et avec beaucoup d'exemples aujourd'hui, on a tendance à juxtaposer la féminité et la violence pour donner un côté cool et badass, mais Shinji Somai ne glorifie pas la violence dans ce film et rend la descente dans la violence d'Izumi comme une tragédie. Car oui, comme tous ces yakuza en perdition, on a besoin d'innocence, on a besoin de douceur et de réconfort, et la violence, elle, ne résout jamais rien. Même si ce film n'est pas très connu en Occident, c'est un film relativement culte au Japon, dont on peut retrouver l'influence encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'uniforme n'est pas obligatoire dans beaucoup d'écoles au Japon, et certaines écoles commencent à expérimenter, à laisser le choix à leurs élèves pour qu'ils puissent choisir, peu importe leur genre, de mettre la jupe ou un pantalon, rendant l'uniforme ainsi moins genré. Et je pense que c'est ça qui devrait être le plus important, le choix. Un uniforme, c'est juste un uniforme, c'est juste un vêtement qu'on te demande de porter à l'école, et on ne devrait pas y projeter nos fantasmes. Et cela s'applique bien sûr à tout type de vêtements que peuvent porter les femmes. Bien que cet uniforme soit un symbole et le restera sûrement, s'il y a bien des personnes pour nous dire ce qu'il est censé représenter, ça reste bien celle qui le porte. Miao. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je sais pas comment ça va rendre, là j'improvise là, pour faire une conclusion. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos, mais si ça vous plaît vraiment et que vous laissez des commentaires, que vous partagez, que vous likez, ça me motivera à faire d'autres vidéos sûrement. Voilà, je peux parler d'autres films japonais, d'autres films de manière générale ou de n'importe quoi, il y a plein de sujets qui m'intéressent en vrai. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'il est classe quand même ce plan final. Enfin bref. J'espère que ça vous a plu. Merci déjà d'avoir regardé jusqu'au bout. Et du coup, peut-être à une prochaine fois. Merci à vous. Ciao.